Dans cet épisode, on va vous parler du film Ip Man de 2008, film de Wilson Yip. On va vous faire une présentation. Des anecdotes. Et on va vous expliquer pourquoi on trouve ce film nul. Allez, c'est parti, jingle. Your kung fu is pretty good. You're gonna pay. You treacherous bastard. Get him! Bienvenue sur Kung Fu Coffee Break podcast. Bienvenue dans cet épisode de Kung Fu Coffee Break. Et aujourd'hui, on va parler pour une fois véritablement de Kung Fu, Elliot. Parce que les deux premiers épisodes qu'on a fait... C'est vrai, on s'est allé un petit peu. On n'a pas vraiment parlé Kung Fu. Mais là, on va parler Kung Fu. Et pour une fois, on va faire quelque chose... Enfin, pour une fois, c'est que notre troisième épisode. Mais je veux dire, on va parler film. Donc, on va parler film de Kung Fu. Donc, il est temps de prendre une bonne tasse de café. Tout à fait. Installez-vous. De bien s'installer. Et puis, le titre du podcast prendra tout son sens, là. Tu vois? Tu sais, au fait, pourquoi j'avais nommé mon... Enfin, tu sais, c'est mon blog avant que ce soit le podcast. C'était mon blog Kung Fu Coffee Break. Tu m'avais dit, ouais. Donc, ça vient de là, quoi. Non, mais pourquoi Kung Fu Coffee Break, tu sais pas? Est-ce que tu fais du Kung Fu et tu bois du café? Non, je sais pas. Oui, je suis amateur de café. Non, en fait, tu sais, à l'époque, je t'avais dit quand j'ai ouvert le blog, tu vois, c'était suite à un travail que j'avais fait, que j'avais posé sur papier d'une trentaine de pages. Ouais. Et à l'époque, je lisais beaucoup les articles de Benjamin Judkins. Tu vois, c'est le gars qui a fait le livre The Creation of Wing Chun que je t'ai prêté. Ah oui, exact. Tu vois. Ah, très bien, oui. Voilà. Et en fait, ce gars-là, il avait un blog. C'est comme ça que je l'ai connu, en fait. Tu vois, j'ai lu beaucoup d'articles sur lui que j'ai trouvé super intéressant. Et au bout d'un moment, si tu veux, il a fusionné un peu ses articles dans ce livre. Ouais. Et en fait, son blog s'appelait Kung Fu Tea. Ah, toi t'as fait Kung Fu Coffee. Ouais, au début je voulais faire Kung Fu Coffee, mais bon, je me suis dit Kung Fu Coffee, ça veut pas dire grand chose. Ouais. Et après j'ai voulu jouer avec ça, tu vois, et j'ai dit, tiens, Coffee Break, la pause café, tu vois. Exact. La pause café, et en mode... moi quand je lisais ces articles, c'était un peu pendant ma pause, voilà, sur mon temps de travail. Donc c'est ça qui m'a donné l'idée, si tu veux. Et je suis amateur de café plus que de thé. Donc on était parti sur ça. Voilà, pour le moment maintenant tu le sais. Merci pour et nos auditeurs le savent aussi maintenant, n'est-ce pas? Exact. Donc aujourd'hui on va parler du film Ip Man, donc le tout premier avec Donnie Yen. Oui, tout à fait. Donc le premier d'une longue série. Alors dans la série des films de Wilson Yip, le réalisateur, et de Donnie Yen lui-même, là au moment où on tourne l'épisode, il y en a eu 4 et le 5e est en marche. Donc Ip Man versus je sais pas qui cette fois-ci. Versus les aliens de Mars. Les aliens, Superman, je sais pas, les Marvel, il va peut-être taper peut-être un crossover incroyable. Voilà, c'est ça, il va peut-être taper les comics, j'en sais rien. Parce qu'il est censé être mort dans le 4 quand même. Mais bon, on va vraiment s'attarder sur le premier Ip Man, parce que d'une part c'est le premier, et d'autre part en fait pour moi ce film il a quand même une sacrée résonance parce qu'il coïncide à la période à laquelle j'ai ouvert mon école. D'accord. Et donc le film est sorti en 2008. Il y a des élèves de l'école de Sifu qui l'avaient fait tourner assez vite, tu sais, donc c'était échangé en clé USB là, vite fait. Mais en fait, il est paru pour le public, on va dire lambda, tu vois. Il était sorti, il me semble-t-il, en DVD. Donc, il est jamais sorti directement au cinéma. En DVD. Oui, directement en DVD et sur Canal+, je crois à l'époque, en 2010. Et moi, j'ai ouvert l'école en 2011. Donc, ça m'a fait, si tu veux, une pub directe, tu vois, pour l'ouverture de mon école. Et franchement, ça t'a bien aidé, quoi. Ouais. Honnêtement, ça m'a beaucoup aidé parce que la première année avec, bon, j'ai fait un minimum de promotion, tu vois, les réseaux sociaux, c'était pas trop ça à l'époque. Et il y avait encore les flyers, les affiches, enfin, c'était à l'ancienne, entre guillemets, pour faire la promo. Et la première année, j'ai eu une 30aine d'élèves, quoi. Donc c'est bien. Ouais, pour un démarrage,
c'est plutôt très correct, tu vois. Ouais. Et en fait, en sondant un peu, tu te rends compte que les gars, ils sont venus, ouais. Ils ont vu ça au cinéma, quoi. Ils ont vu, alors pas au cinéma, comme je Ah dis, oui, en en DVD, DVD ou ouais. sur Canal, et ils sont venus grâce au film quelque part. Ouais. Et ça a été, je pense, dans beaucoup d'écoles de kung-fu, alors de Wing Chun, bien sûr, il y a eu un petit pic avec les années qui ont suivi Ip Man, donc on va dire début des années 2010, tu vois. On a un peu surfé sur la vague, j'avoue. Ouais. Ça a beaucoup aidé. Et finalement, les écoles de kung-fu de manière générale aussi. Parce D'accord. que j'ai des amis qui sont professeurs de kung-fu d'autres styles. Ah oui, c'est pas du tout le Wing Chun qu'ils font. Mais mine de rien, pour avoir discuté avec certains de la région parisienne, ils m'avaient dit que le film avait quand même... Ça avait boosté un petit peu, là. Ouais, un peu, ouais. Ouais. Ouais, un peu, ouais. Après, j'en ai parlé aussi quand on était dans l'école de Sifu Lee Yun Tim à Hong Kong. Ouais. J'en avais parlé. Alors, je crois pas que c'était Sifu Lee, mais je crois que c'était ses élèves, ses assistants, tu vois. Et j'ai été surpris de voir que pour eux, c'était pareil, en fait. Ouais, bah. À chaque fois qu'il y a un film de kung-fu qui sort, bien sûr, d'autant plus si c'est un film sur le Wing Chun, ben ça booste, tu vois. Ouais. Ça booste ses effectifs et t'as un effet aussi dans les arts martiaux de manière générale. Ouais, le côté culturel. Alors beaucoup les films, hein, c'est vrai, hein, mais aussi je pense, tu vois, les Jeux Olympiques qu'il y a eu l'année dernière. L'effet ping-pong, l'effet natation, l'effet. Ouais, voilà, il est clair que Teddy Riner qui brille sur le tatami, judo. Ben, tu peux être sûr que les septembre qui suit, t'as du monde dans les clubs de judo. Tu vois. Et ça, voilà, c'est pour la promotion, c'est vrai que ça aide pas mal, quoi. Ça aide pas mal. Donc, ouais, ça a mis la lumière sur le Wing Chun quelque part. Je pense on peut dire qu'il y a un peu un avant et un après. Tu vois, ouais, je pense, ouais, les gens connaissent un peu plus le Wing Chun qu'avant. Ouais, qu'avant. Et puis, il n'y avait pas beaucoup de films de kung-fu à l'époque encore. C'est passé l'âge. Bah, disons qu'il y a eu une grosse vague de films de kung-fu qui s'est un peu terminée, allez, dans les années 90, on va dire, voilà. Tu vois, là, la grande époque des studios de Hong Kong, comme Shaw Brothers, par exemple, tu vois, Golden Harvest, tout ça, enfin, ça s'est tari, ouais, je pense, allez, les années 90, et ouais, le cinéma des arts martiaux a quand même pas mal changé depuis, et c'est vrai que des films de kung-fu, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu. Du coup, ouais, ça a un peu reboosté, je pense, de manière générale, quoi. Donc, ouais, pour moi, ça m'a pas mal aidé. Franchement, je vais être honnête, ça m'a pas mal aidé. Après, j'ai un regard aussi assez critique sur ce film, et c'est aussi ça que je vais parler, hein, dont on va parler dans ce podcast. Tu dis pas merci Donnie Yen, quoi. Enfin, tu dis merci, mais bien sûr que je dis merci à Donnie Yen. Bien sûr, je dis merci à Donnie Yen. Et non, par exemple, un truc qui m'agace, c'est tu vois, Ip Man, je l'ai jamais vu pour le coup en version française. Et là, avant de faire le podcast, je me le suis revu, enfin pas tout le film, mais quelques passages en version française. Parce que je l'ai vu en cantonais, en fait. Je l'ai vu en cantonais, sous-titré, anglais, je crois, la première fois. Et après, j'ai eu le DVD, et je regarde les films en VO, je regarde pas les films, les doublages. Voilà, j'aime pas ça, les doublages. Autant les vieux films, les Jean-Claude, Van Damme, tout ça. Ouais, je peux être un peu nostalgique de ces films-là, parce que à l'époque, ça n'existait pas, la VO, tu vois, t'avais que la VF quand tu louais au vidéoclub. Et ouais. Donc, mais maintenant, c'est vrai que en VF, je regarde plus. Je regarde plus. Et là, un truc qui m'agace avec ce film, c'est les doublages. Ils appellent Ip Man, donc c'est Yip, le Y, le I, tu le prononces, tu vois. Et si tu écoutes bien en version française, alors davantage certains personnages que d'autres, mais ils disent clairement plus Yip Man, ils disent Ip. Ah, ils disent juste Ip. Ils disent juste Ip.
Ah ouais, d'accord. Tu vois. Et Ok. c'est pas possible. Ils écorchent juste le Non. nom du personnage principal, Non, quoi. le nom de du maître, de notre patriarche à nous qui faisons Ouais. du Wing Chun, c'est Yip. Ouais. Et ça vient de la volonté en tout cas du réalisateur là d'avoir voulu écrire Yip Man avec un i. Et ben les gens le prononcent tel qu'ils le c'est lisent. écrit, Mais quoi. c'est faux. Ouais. Et cette erreur, elle va jusque dans les gars qui ont doublé le film en français, qui a priori n'étaient pas pratiquants de Wing Chun. Tu vois. Ouais. Et ça m'agace. Ça m'agace parce que un petit aparté sur le nom de Yip Man. Tu vois, l'écriture latine de Yip Man. Au début des années 2000, jamais tu voyais écrit Yip Man simplement IP. Ok. De partout, c'était YIP. YIP. Même les fils de Yip Man, donc Yip Chun et Yip Ching, utilisaient cette écriture-là. J'ai des livres sur de Yip Chun, il écrit son nom de famille YIP, tu vois. Tu prends les livres de Lung Ting, YIP. Tu prends les vieux magazines de karaté Bushido déjà à l'époque, mais même encore plus loin si tu prends Black Belt, tu vois, Ouais. le magazine américain, ils écrivaient Yip Man YIP. Et c'est qu'au début des années 2000 où t'as cette nouvelle écriture qui est arrivée et qui, avec le film finalement, domine maintenant. Ouais. Quand tu écris Yip Man, tu l'écris IP, tu vois. Et moi j'écris YIP. Parce que j'ai grandi avec et bah déjà voilà, ça évite de faire cette erreur là. Ouais. Bon enfin bref, ça c'était l'aparté mais non voilà. Tu as Donc, bien fait de la faire. oui, Bravo. je pense. Bravo. Donc voilà. Donc ça m'agace un peu. Il y a d'autres trucs qui me plaisent pas dans le film, je veux dire mais C'est pas dû à la version française. Non, Non, c'est très pas bien. dû à la version française. Non, c'est pas dû à la version française. Mais voilà, juste pour revenir un peu sur la genèse un peu de ce film. Donc je sais pas si tu te rappelles, mais on a eu l'occasion à Hong Kong l'année dernière d'assister à une projection privée avec Bay Logan. Donc ceux qui connaissent un peu le cinéma des arts martiaux asiatiques, en particulier sur Hong Kong, c'est une figure assez connue dans le cinéma des arts martiaux asiatiques, Bay Logan. Donc c'est un producteur là, concrètement. Il a aussi d'autres casquettes, mais c'est essentiellement un producteur de films à Hong Kong. Il connaît tout le gratin du showbiz voilà de Hong Kong. Et on a eu l'occasion d'avoir une projection privée du film Ip Man. Donc Bay, il a pas participé directement à ce film, mais comme il connaît tout le monde. il connaît tout le monde, il connaît très bien Donnie Yen, donc on a eu voilà quelques anecdotes assez sympas qu'on voulait aussi un peu partager sur cet épisode-là aujourd'hui. Et voilà, en fait, la genèse de ce film, elle remonte à la fin des années 90, début des années 2000, même si ce film il sort en 2008. Et en fait, c'était Donnie Yen déjà avec Stephen Chow. Donc, tu vois qui c'est Stephen Chow? Ça me dit quelque chose. Stephen Chow, c'est l'acteur principal de Crazy Kung Fu et Shaolin Soccer. Ah, ok. Voilà, Ah, ok, c'est d'accord, très cet acteur-là, donc, super acteur. Ouais. J'adore son jeu d'acteur et voilà, ce kung-fu un peu comédie dans la lignée de Jackie Chan, tu vois, c'est assez sympa. Et les deux sont potes, tu vois, c'est des acteurs et des acteurs, je veux dire, qui se connaissent, qui sont potes. Et ils avaient déjà eu l'idée à l'époque de faire un biopic quelque part sur Ip Man et mais biopic en one shot. Ok, juste un épisode, quoi. Ouais, c'est juste un seul film et pas une série de films comme l'a fait Wilson Yip avec voilà, il y a le 5 qui se profile actuellement. Et ils avaient voilà l'idée de faire one shot et certainement axé sur la période de Hong Kong, de la vie de Ip Man, avec un des deux acteurs qui aurait fait Ip Man et l'autre acteur, donc soit Stephen Chow, soit Donnie Yen, qui aurait fait Bruce Lee. Ah, ok. C'était ça l'idée de base des deux. Et a priori plus Stephen Chow pour Bruce Lee et Donnie Yen pour Ip Man, c'est ce qui se profilait. Et avec comme alors je sais pas si c'était réalisateur, mais au moins chorégraphe, Corey Yuen, qui est un grand chorégraphe
de Hong Kong qui a beaucoup tourné avec Jet Li, a travaillé pour Luc Besson aussi, donc voilà, quand même quelqu'un d'assez réputé. Et finalement, bon voilà, c'est un projet qui a pas eu lieu, mais qui a eu lieu plus tard avec le réalisateur Wilson Yip, et toujours avec Donnie Yen. Ouais, lui il est resté. Lui il est resté, ouais. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, Donnie Yen et Wilson Yip se connaissaient déjà depuis un petit moment. Ok. Avant de faire Ip Man, ils avaient déjà travaillé sur plusieurs films, et je les ai tous vus, ces films, c'est-à-dire la période avant Ip Man, tu vois. Et ma foi, ils sont pas mal. Je sais pas si tu as eu l'occasion de voir, ça s'appelle, en anglais, ça s'appelle Killzone, mais le titre chinois, c'est Sakpo Long, et t'as Sammo Hung qui joue dedans. Oh, trop bien. Ouais. Et c'est une histoire de flic, en fait, tu vois, qui enquête sur un mafieux hongkongais, et c'est Sammo Hung qui joue le personnage, tu vois, et qui est déjà chorégraphe dans ce film, tu vois. Donc il est chorégraphe, on le voit pas dans le Ip Man 1, Sammo Hung, il est dans Ip Man 2 en tant que personnage. Il joue un personnage de Hongar, quoi, qui donne la réplique à Ip Man, mais dans Ip Man 1, c'est Sammo Hung qui est chorégraphe, tu vois. Et tu le vois déjà dans ce film, donc Sammo, il est à la fois chorégraphe, mais aussi à la fois acteur, et il joue le mafieux, tu vois, il joue le méchant, et t'as déjà Donnie Yen qui le castagne, tu vois, dedans, et il est plutôt bien comme film. Ouais, c'est un film policier, mais vers la fin, t'as vraiment des combats d'arts martiaux, tu vois. Et c'est plutôt bien chorégraphié. Bon, c'est Sammo qui est derrière, hein, donc en général, c'est très bien chorégraphié. Il sait ce qu'il fait, tu vois. Il y a quand même beaucoup de bouteilles, et c'est un très bon chorégraphe. Et c'est là où tu vois qu'en fait, Donnie Yen, donc certes, tu peux lui reprocher peut-être son jeu d'acteur, parce que c'est pas forcément quelqu'un qui a un jeu d'acteur extraordinaire. Alors d'autant plus dans Ip Man, il a plutôt qu'une expression, on va dire, sur le visage. Voilà, c'est toujours un peu ouais, il change pas trop d'expression, on va dire. Bon, c'est sûr. C'est le personnage qu'il veut. Peut-être que c'est Ip Man qui était comme ça aussi. Hein. Ouais, c'est le personnage qu'il veut. On va. Donc il a joué dans. On va sauter un autre truc, mais il a joué dans John Wick, Kane. Oui, mais ça, c'est après. Oui, après, mais son jeu était plutôt pas, plutôt pas mal. Ouais. Il s'est amélioré peut-être depuis. Oui, depuis, il y a eu quand même quelques années. Mais clairement, pour Donnie Yen, c'est un après et un avant Ip Man. Oui, je pense aussi, ouais. Dans sa carrière, ça l'a clairement boosté, tu vois, parce que avant, il avait plutôt des seconds rôles. Il a déjà joué avec Jet Li dans Hero, que j'avais adoré cette scène-là, qui est fabuleuse quand ils se battent. Elle est assez longue, cette scène, tu sais, où ils se battent, il y a la pluie et tout dans un temple, elle est magnifique, cette scène. Et voilà, mais c'était plutôt un acteur de second rôle, on va dire. Et avec Wilson Yip, il commence à avoir des premiers rôles, tu vois. Et il y a clairement un avant et un après dans sa carrière grâce à Ip Man. Tu vois, pour moi, Donnie Yen, il est un peu dans la lignée de Jet Li. Ok. Tu vois, je trouve que c'est un acteur un peu dans cette lignée-là. Jet Li, sa carrière, elle s'est arrêtée un peu dans ces années-là. Jet Li tourne plus maintenant. Il a une grave maladie qui l'empêche de continuer à faire son métier d'acteur. Mais je trouve que Donnie Yen s'inscrit un peu dans la lignée de Jet Li, tu vois, en tant qu'acteur. Et oui, il y a clairement un après, un avant Ip Man dans la carrière de Donnie Yen, tu vois. Si tu prends un film comme Sakpo Long, tu prends Dragon Tiger Gate aussi, et t'as Flashpoint aussi, c'est des films qu'il faut que tu regardes, parce que vraiment, ils valent le coup, je trouve, en termes d'action. Ils sont un peu passés inaperçus, tu vois, parce qu'ils sont pas arrivés chez nous, ils sont pas sortis par la case cinéma, mais ils valent le coup d'être regardés, parce que je trouve que ils sont intéressants, et notamment parce que tu vois que Donnie Yen, c'est quand même un artiste martial, tu vois, c'est un acteur, mais je veux dire, il a pas du tout le même jeu de pratiquant d'arts martiaux dans ces films-là. T'as Flashpoint par exemple, où il fait clairement du MMA dans Flashpoint, Donnie Yen, et rien à voir avec le Wing Chun qu'il est capable de faire plus tard dans Ip Man, tu vois. Donc
Ouais, c'est là quand même que tu vois que c'est quelqu'un qui a cette capacité de s'adapter, d'incarner un personnage. Je veux dire, dans le jeu d'un personnage qui pratique des arts martiaux et qui s'adapte au rôle qu'on lui donne, en fait. Ouais, bien sûr. Et c'est super intéressant. Et tu vois que dans ces films-là, si tu regardes bien, il y a des personnages que tu retrouves dans les films Ip Man après. Ok. En fait, c'est toute une bande de potes. Ouais, ils se connaissent. Quoi. Ils se connaissent, ils se font travailler les uns les autres, ils s'entendent bien. Et c'est peut-être lié à ça aussi le succès du film, tu vois. C'est-à-dire ils ont l'habitude de travailler ensemble et ça marche bien, tu vois. Et ça je trouve ça intéressant. Et toi quand le film est sorti, tu pratiquais déjà Wing Chun ou pas? Alors non. Moi, non. Et du coup, c'est le film qui t'a donné envie ou pas? Alors non. Ah ok, d'accord. Non, parce que premier Ip Man, je crois que j'ai vu. Je sais même plus quand. Tu m'as dit, il est sorti en 2010. Ouais, il est arrivé en mode dans DVD, le paysage 2010, français, ouais, 2010, ouais. Non, parce que je pratiquais juste l'aïkido à ce moment-là. D'accord. Et encore, même pas, je crois. Même pas. Non, j'ai commencé à 2012-2013, donc non, D'accord. même pas. Non, en vrai, ce qui m'a fait découvrir le Wing Chun, c'est vraiment Ip Man de Wong Kar-wai. Ah, ok. Le Grand Master. Ah, bah écoute, tu feras ton épisode avec Mais The bien Grand Master sûr. alors. Ah oui. Incroyable, Ok, les années. J'ai le coffret collector de machin, de toutes les anecdotes de machin. Ah, bah écoute, Incroyable. Donc, non, c'est plus lui. Après, j'ai d'abord vu The Grand Master. D'accord. Et après, j'ai vu les Ip Man, intéressant. Final Fight, etc. D'accord, ok. Ouais. Non, j'ai découvert après Ip Man. Bah écoute, de Donnie Yen. Tu auras ton épisode sur The Grand Yes, Master. On le fera. Yes, I. On le fera. Bah d'ailleurs, tiens, on rebondit tout de suite sur ça, mais d'entrée à la jeunesse de ce film, il y avait aussi Wong Kar-wai qui voulait faire son film sur Ip Man. Son film. Et parce que Wong Kar-wai, bon, c'est un réalisateur, on le connaît bien, il est connu pour vraiment prendre son temps pour faire ses films. Ça, oui. Très très long. Très très long. Et son Ip Man à lui, The Grand Master, il a mis 10 ans pour le faire. Ouais, c'est ça, ouais. Il a mis 10 ans. Et 2 ans pour le tourner, quelque chose comme ça, c'est vraiment... Ouais, en plus, Tony Leung, l'acteur principal il s'était cassé le bras. Donc ça a retardé le tournage. Enfin, voilà, il a vraiment pris son temps. Et il y a eu un conflit entre les deux productions. Ok. D'entrée, à cause du titre du film. Ah, ils voulaient tous les deux... Oui. Okay. Ils voulaient l'appeler tous les deux The Grand Master. Enfin, The Grand Master, c'est la traduction qu'on donne en anglais, ouais. Donc le grand maître en français. Mais le titre du film est initialement prévu pour les deux films séparés, donc un de Wilson Yip et un de Wong Kar-wai. C'était Yatdoi Jongsi. Yatdoi Jongsi. Et c'est un Yatdoi Jongsi, en gros ça veut dire le grand maître. Enfin on le traduit comme ça, c'est pas une traduction littérale. Ouais. Mais si tu prends le terme Jongsi c'est pour signifier un maître de kung-fu. Ok. Vraiment reconnu, vraiment réputé, qui a beaucoup d'aura. Et c'est comme ça qu'était désigné Ip Man sur la fin de sa vie, dans la communauté des arts martiaux de Hong Kong, de son vivant, j'entends. Il était déjà appelé, c'était même plus Ip Man Sifu, c'était Ip Man Jongsi. Et je me rappelle, t'as par exemple le magazine New Martial Hero de 1972, dans lequel Ip Man donne une interview, des rares interviews qu'il a fait dans sa vie. Le titre que tu as sur la couverture du magazine, c'est quoi déjà? C'est Wing Chun Ip Man Jongsi. Okay. Interview. Alors, interview, je me rappelle plus comment on dit en cantonais, mais Wing Chun Ip Man Jongsi. Il était déjà désigné comme ça, tu vois. Et à Fatsan, dans le musée de Ip Man, alors je crois que c'est au musée, mais oui, il me semble que c'est au musée. Tu as la statue de Ip Man, tu vois le buste, tu vois, et au-dessus tu as des
pancartes assez classiques dans les écoles d'arts martiaux, tu vois, des pancartes qui descendent sur les côtés, mais aussi une en haut, tu vois. Et sur la pancarte qui a marqué en haut, il y a marqué Yadoi Jongsi. Ok. Donc c'est un terme qui existe en fait, qui est pas unique au Wing Chun, hein, c'est-à-dire tu peux voir aussi d'autres grands maîtres réputés se faire appeler Jongsi ou Yadoi Jongsi. Yadoi c'est un, Doi c'est génération, on pourrait le traduire comme ça. Ouais. En gros Maître d'une génération. Quoi. ouais, le maître d'une génération, le patriarche de toute une génération. C'est un peu comme ça mais qu'il faudrait le traduire de manière littérale, donc le grand maître. Voilà, on le traduit par le grand maître. Donc oui, avec Wong Kar-wai et Wilson Yip, il y a déjà eu une dispute, on va dire, sur le titre du film. Et au final, je crois que Wong Kar-wai a acheté les droits, il a déposé des droits pour avoir le grand maître, je crois. Et au final, ce qu'il est sorti, c'est simplement Yip Man pour Wilson Yip. Et Wong Kar-wai s'est ravisé et au lieu d'appeler son film Yip Man Jongsi ou Jongsi Yip Man, je sais plus dans quel sens, il a simplement il a enlevé Yip Man, tu vois. Ouais. C'était en chinois, c'est le titre de Wong Kar-wai, c'est Yadoi Jongsi. Ok. Voilà. Et donc en gros, ils ont coupé la poire en deux. Ouais, il y en a un qui a gardé Yip Man et il y a l'autre qui a pris Yadoi Jongsi, de grand maître. Et ça a fait le job, quoi. Voilà. Tant mieux. Ouais. Donc ouais, pour ce film, Donnie Yen, il s'entraîne au Wing Chun pendant 9 mois avec Yip Chun notamment, donc le fils direct de Yip Man, et un élève de Yip Chun, Leo Ao Young, pardon, je dois mal le prononcer, qui est un élève direct et qui ont été donc qui ont entraîné Donnie Yen, hein, qui est un pratiquant d'arts martiaux, mais qui n'était pas forcément un pratiquant de Wing Chun, et ils ont été aussi tous les deux consultants pour le film. Ok. Ouais. Et je le dis pour l'anecdote aussi parce que tu as peut-être vu une photo de Donnie Yen pratiquer dans l'école de Lung Ting. Ouais. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette photo, elle a pas du tout été prise au moment où Donnie Yen s'entraînait pour Yip Man, pas du tout, ni après pour les autres Yip Man qu'il a fait. En fait, cette photo, elle est beaucoup plus vieille et elle a peut-être, alors j'ai pas la confirmation, mais elle a peut-être été prise au moment où justement Donnie Yen et Stephen Chow prévoyaient de faire leur film. Ouais. Ah, ok. C'est peut-être à ce moment-là que Donnie Yen s'est entraîné chez Lung Ting. Faudrait le demander à Lung Ting directement. Ok. J'ai son numéro et je vais l'appeler. Peut-être à Sifu Alex, il connaît peut-être l'anecdote, j'en sais rien. Possible. Mais voilà, pour l'anecdote. Ouais, en fait, ce film, il a plutôt bien marché. Il a reçu des récompenses. Hein, donc, il a été plutôt bien accueilli par le public, autant le public occidental que le public hongkongais. Hein, c'est un film hongkongais. Moi, ce qui m'a tout de suite déçu, on va dire, sur ce film. Ouais. Alors, les scènes de combat, j'ai plutôt bien aimé. On va en reparler, mais ce qui m'a déçu, c'est surtout le fait que ça colle pas à la réalité du personnage. Ok, tu t'attendais à vraiment un truc réel, quoi. Une espèce pas un documentaire, c'est un film. Oui, bien sûr. On sait toujours que les films sont plus romancés, tu vois, qu'en vrai. Mais je connaissais déjà la vie de Yip Man, tu vois, parce que j'avais lu le livre de Lung Ting qui parlait de ce qu'il a vécu avec lui, de aussi une petite biographie, on va dire, sur le passé de Yip Man. Ouais. J'avais lu aussi la biographie qu'a fait Yip Ching, son fils direct sur Yip Man. Et voilà, j'avais lu pas mal de choses. Donc je la connaissais un peu, la vie de Yip Man. Alors il est clair que sur sa période où il est à Fatsan, c'est vraiment une période qui est assez obscure. Ouais. Autant quand il est à Hong Kong, on connaît mieux. On sait tout quasiment, ouais.
Ouais, on connaît mieux parce que il y a, alors beaucoup se sont éteints maintenant, c'est vrai, mais dans les années 2000, il y avait encore beaucoup d'élèves de Ip Man qui étaient en vie, et qui avaient vécu, qui avaient partagé avec lui sa vie à partir du moment où il arrivait à Hong Kong. Donc, si tu veux, on connaît bien sa vie à Hong Kong. C'est pour ça que j'ai été encore plus déçu du Ip Man 2 parce que non, Ip Man n'a jamais été un boxeur, tu vois, c'est Rocky Ip Man 2. Tu vois, donc non, il a jamais affronté un boxeur. Voilà. Et c'est vrai que j'ai été un peu déçu mine de rien sur ça parce que je m'attendais à avoir quelque chose de plus authentique qui colle à sa vie. Et non, il a jamais affronté un général japonais sur une place publique. Voilà, et non, il est pas parti en Chine, à Hong Kong, pardon, pour fuir les Japonais. Non, Ip Man n'est pas parti à Hong Kong en 45, il est parti en 49 parce qu'il a fui le communisme. Ouais. Tu vois, c'est pas parce qu'il a fui les Japonais. Mais en même temps, en fait, je l'ai lu que plus tard, mais le réalisateur a dit qu'il voulait clairement pas faire un film politique. Alors oui, ça on va y venir, mais non, un film qui collait à la vie du personnage. Okay. Et ce qu'il voulait plutôt retranscrire à l'écran, c'est cette force, on va dire, que peut donner le personnage. Et je vais simplement lire ce qu'a écrit le réalisateur, parce que ça permettra de bien poser le contexte dans lequel le film et le personnage ont été créés. Donc je l'ai traduit du français. Hein. Nous voulions faire ce film parce que Ip Man était un homme qui a inspiré le monde et la société dans son ensemble. C'était un homme qui croyait en certaines valeurs et certains principes, et nous voulions utiliser ce film comme une plateforme pour transmettre ces valeurs au public. Pour moi, c'était la partie la plus importante de la réalisation de ce film. Fermez les guillemets, et ça c'est Wilson Yip qui parle, c'est le réalisateur. Ouais. Donc il y a clairement eu un parti pris, et ce film n'est pas un biopic. Tu vois. Donc j'ai été déçu, on va dire, de ce point de vue-là quand j'ai vu le film, mais bon, je peux comprendre que c'est cet aspect-là qu'ils ont voulu prendre. Qu'ils ont voulu mettre en avant, quoi. Et regarde. Jackie Chan a dit un jour aussi, depuis que Hong Kong a été rétrocédé à la Chine, donc ça c'est en 97, le cinéma hongkongais a changé. Ouais. Et tu peux plus faire un cinéma hongkongais comme tu le faisais avant. C'est-à-dire, concrètement, tu peux plus critiquer le gouvernement. Ouais. Et Ip Man part en 1949 s'installer à Hong Kong. Et il part parce que, en fait, il fuit le communisme. C'est pour ça qu'il s'installe à Hong Kong. Comme il y a eu une vague d'immigration extraordinaire durant ces années-là, les gens sont partis à Hong Kong, sont partis à Macao, sont partis à Taïwan, sont partis dans les Chinatown à l'autre bout du monde, parce qu'ils voulaient fuir le communisme. Et Ip Man fait partie de ces gens-là. Et ça, c'est quelque chose que tu peux plus raconter. Ouais, tu peux pas le dire, ouais. Tu peux plus le dire après 97, tu vois. Donc, la production de Ip Man, certes, c'est un film hongkongais, mais qui est quand même pro-Pékin. Ouais. Et il y a forcément un parti pris. Ouais. Et voilà. Donc, tu peux clairement pas faire les aspects politiques parce que Ip Man, c'était quand même qui était politiquement engagé, on va dire, tu vois. Tu peux pas mettre ça à l'écran dans un film. En fait, ça passe plus. Ou alors, il faut que ça soit une production extérieure à la Chine, extérieure à Hong Kong. Tu vois. Ouais. Donc, bon, voilà. Je comprends un peu mieux maintenant. C'est parti pris, tu vois. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce film? Déjà, sur la personnalité de ce personnage, tu vois. Sur Ip Man, qui a priori semble plutôt réaliste. En tout cas, on a consulté des gens qui ont connu le vieux maître, et c'est ce qu'on a essayé de retranscrire à l'écran. Donc un personnage qui a un homme de valeur, qui est courtois,
qui est très instruit, qui est issu de la haute bourgeoisie, tu vois. Donc on le voit à Fatsan qui vit quand même dans le luxe. Voilà, dans le luxe. Il est aisé avant que les Japonais arrivent et où il perd tout. Donc ça c'est plutôt vrai d'ailleurs. Hein, cette partie-là du film est plutôt vraie. On le présente aussi Ip Man comme un Chinois moderne, tu vois. En fait, quand tu vois sa maison, tu vois, quand tu vois le combat de Maître Jin avec Ip Man, tu peux voir de l'ameublement étranger aussi. Donc c'était pas forcément courant à l'époque, dans les années où c'est censé se passer, dans les années 30, de voir ce type d'ameublement chez le Chinois de base, tu vois. Donc il y a un moment aussi dans le film où tu vois Ip Man porter une veste de type plutôt occidental avec un chapeau aussi, tu vois. Donc c'est ce côté-là aussi qu'on a voulu montrer de ce personnage. Parce qu'il faut savoir que Ip Man a eu aussi une éducation quand il était tout jeune à Hong Kong, donc on va dire autour de la vingtaine, on va dire, entre je sais pas, 17, 18 ans jusqu'à 21, 21 ans peut-être, quelque chose comme ça, à Hong Kong, à une université qui était où c'était à la fois des occidentaux qui la fréquentaient, donc issus des expatriés qui vivaient à Hong Kong, mais aussi de la haute bourgeoisie chinoise locale, tu vois. Et Ip Man a eu cette éducation-là aussi. Donc il a eu certes une éducation chinoise traditionnelle, on va dire, classique, mais il a aussi fréquenté cette université. Il a aussi eu un apport de notre culture occidentale. Ce qui... certains ont suggéré, je veux bien le croire, que ça a aussi énormément influencé sur sa façon d'enseigner quand il était à Hong Kong. Tu vois, voilà. Donc ce côté-là aussi dans le film, il transparaît. Tu vois, on nous décrit un personnage qui est aussi comme ça quelque part. Et c'est un personnage que je trouve aussi assez stoïque au final. Oui. Parce que il bronche jamais. D'où son faciès. Enfin, il a pas son faciès, mais son expression de visage. Tu vois, il a quasiment qu'une seule expression de visage dans tout le film. C'est en ça que je veux dire qu'il est stoïque. C'est-à-dire, c'est un personnage qui fait face. Tu vois. C'est-à-dire quand t'as les Japonais et tout qui arrivent, il essaye de rester fort, de faire face. Il est fort, tu vois, il perd tout, sa femme tombe malade, il refuse de vendre son art martial aux Japonais, et au final il entraîne des locaux pour se battre. Donc on peint ici un personnage stoïque et un personnage qui est un nouveau héros quelque part. Ouais, un peu iconique, ouais. Carrément. C'est un nouveau héros. C'est le nouveau Wong Fei Wong. C'est celui qui se dresse contre l'envahisseur et il est patriotique, tu vois, quelque part. Et au final, c'est pas tellement ça le vrai Ip Man de cette époque, parce qu'il quelque part il est pas patriotique, tu vois. Quand le communisme arrive au pouvoir, il le refuse, le communisme, il fuit, il va à Hong Kong. Donc c'est pas au fond de lui, c'est pas ça en vrai le réel Ip Man, tu vois. Mais voilà, c'est ce qu'on présente dans ce film, tu vois. Donc voilà un peu pour la personnalité, la présentation de ce personnage. Et pour ce qui suit, on va plutôt parler, on va dire, les scènes d'arts martiaux. Oui. Hein, parce que c'est ça aussi qui nous intéresse. Surtout ça. C'est surtout ça. La bagarre. Et je trouve qu'il y a dans ce film, donc déjà, il est clair qu'il y a deux tonalités différentes dans ce film. C'est-à-dire, quelque part, il y a même deux films dans un, quelque part, tu vois, parce que dans toute la partie du début, quand il y a la présentation du personnage, jusqu'à Maître Jin qui arrive, qui défie les locaux et qui se fait battre par Ip Man, ça coïncide avec l'arrivée des Japonais, et où tu as le film qui prend une autre tournure. Il devient plus sombre. Tu as même l'image qui change. Tu as des couleurs beaucoup plus chaudes, tu vois, beaucoup plus vives dans la première partie du film. Quand les Japonais arrivent, ça devient beaucoup plus
terne, beaucoup plus froid, avec voilà une atmosphère beaucoup plus pesante, tu vois. T'as la ville qui est détruite, autant dans la première partie il y a de la castagne en kung-fu, mais il y a personne qui meurt. Là tu vois vraiment des gens qui sont exécutés dans la ville et qui sont exécutés sur le tatami aussi, tu vois, quand il y a le général Miura qui fait ses combats avec les locaux. Donc ouais, ça prend carrément une autre tournure, et je trouve que ces deux tonalités, tu les ressens pas mal dans l'expression martiale du personnage de Ip Man. Ouais. Tiens, par exemple, quand tu prends le tout premier combat, quand il fait en introduction avec le maître Liu, je crois, d'une école de kung-fu de Fatsan, tu vois un kung-fu un Wing Chun qui est beaucoup plus défensif dans une première partie de l'affrontement, en tout cas, où voilà, il essaye de bloquer les coups sans vraiment remiser derrière, jusqu'à ce qu'il décide, voilà, de frapper, mais il contrôle, il touche à la poitrine, il envoie pas des grosses mandales dans la tête, il y a pas de sang, tu vois, il arrête le combat en faisant une projection et en lui montrant qu'il est supérieur, tu vois. C'est léger. Ouais, c'est léger, on reste dans du sparring souple. Voilà, dans du sparring souple, on va dire. Le combat avec Maître Jin, c'est un peu pareil. On voit finalement une expression du Wing Chun qui est assez défensive, tu vois. Dans la première partie du combat, il est en train de bloquer, d'esquiver, d'absorber. Il est pas vraiment dans la réplique offensive jusqu'à ce que son fils passe avec le tricycle et qui lui dit: écoute papa, faudrait peut-être que tu accélères un peu parce que maman elle est pas contente, il y a tout qui est cassé dans la maison. Et après on passe sur le combat où Maître Jin il sort une épée et lui il a un plumeau pour répliquer, donc on voit pas tellement du Wing Chun quelque part là-dedans, tu vois. Donc combat très bien chorégraphié par Sammo Hung, et tu sais que Sammo Hung il avait déjà fait des films de Wing Chun. Oui, sur Prodigal Son Prodigal Song et Warrior Su, donc c'est quelqu'un qui est déjà familier avec le Wing Chun, bien sûr, et qui est familier avec les chorégraphies de Wing Chun. Donc voilà. C'est pas forcément, j'avoue, les expressions du Wing Chun qui m'ont le plus séduit. Non, ce qui a séduit, je pense, un peu tout le monde dans ce film, c'est le combat contre plusieurs personnes, tu vois. Oui. Où c'est là, ça qui a marqué le plus, ouais. Voilà, où là, vraiment, on est sur une autre tonalité. Je trouve que c'est super bien amené aussi. Oui. Tu vois, la scène, elle monte crescendo. La tension monte avec la musique qui est vraiment très bien aussi, qui est fait par un compositeur japonais de renom. C'est un gars qui a fait la musique de plusieurs films connus et de mangas comme Ghost in the Shell, par exemple. Ok. Ouais, c'est lui qui a fait Ghost in the Shell. Et ouais, c'est très très bien amené. T'as l'atmosphère qui monte crescendo, et t'as ce ton là un peu. C'est sombre aussi. C'est sombre. Il y a même un filtre bleu, tu vois, quelque part presque. Et c'est très froid et ouais, ça castagne très bien. Ça castagne très bien. Et là, on voit un Wing Chun qui est beaucoup plus agressif, beaucoup plus offensif, et on découvre un Ip Man, en tout cas ce personnage-là, qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent dans le film, tu vois. Et c'est une scène qui a pas mal marqué, je trouve. Ah oui. Néanmoins, alors ça a peut-être choqué, on en avait peut-être parlé, mais cette scène, moi, quelque part, t'as pas plu. Je peux dire que cette scène est nulle. Ah merde, carrément quoi. Ouais, non, j'exagère un peu, mais non, ce que je trouve dans cette scène, alors, elle est très percutante. Il y a pas de problème. Elle envoie, tu restes un peu scotché quand tu la vois, mais là où je dis qu'elle est nulle, là où je dis, bon, je le fais un peu de manière, provocatrice en disant ça, mais là où je dis qu'elle ne me plaît pas, c'est parce que on n'est pas du tout dans une situation réaliste de un contre plusieurs personnes.
Ouais, non, c'est sûr, c'est pas... Ils ont tendance un petit... Enfin, ils attendent un peu leur tour. C'est ça. Donc, Il est là, le Ip Man, il est. Je pense qu'on peut après cette scène de combat, je pense qu'on peut l'élever au rang de super-héros. Honnêtement, dans un Marvel, il a sa place. Ouais, non, c'est sûr. Et il est à aucun moment il est en danger. D'ailleurs, jusqu'à la fin du film, enfin, je veux dire, de manière générale, ce personnage-là, il survole en termes de capacité à combattre. Il est largement au-dessus de tout le monde. Et un peu too much, tu vois. Jamais en difficulté. Et dans cette scène, si tu regardes bien, en fait, les gars, comme tu l'as dit, ils attendent leur tour. Donc c'est pas du 10 contre 1, c'est pas vrai. Ouais, non, c'est pas du 10 contre 1. En fait, c'est plutôt du 1 contre 1 à tour de rôle. Ouais. Alors oui, il y a quelques passages où tu vois... Où il reçoit 2 coups de pied en même temps. Voilà, où il en reçoit un peu un ou deux en même temps, mais c'est pratiquement du 1 contre 1 à tour de rôle. Et si je regarde mon œil de pratiquant d'arts martiaux qui s'est aussi intéressé à cette thématique-là, tu vois, thématique, on va dire, de self-défense, extrêmement compliquée, combattre plusieurs personnes, on n'y est pas du tout. Mais on n'y est pas du tout. Bon, après c'est du cinéma, c'est pas la première fois qu'on voit ça dans un film d'arts martiaux. Bruce Lee le premier l'a fait, oui. Il s'est mis au milieu et il en a fracassé plein. Voilà, je pense à La Fureur de vaincre notamment, le tatami renvoie à ça directement. Tu vois, donc bon voilà. Mais voilà, petit bémol pour ça, parce que c'est vrai que c'est un peu aussi, tu vois, les gens qui on en a parlé au début, ils sont venus grâce au film. T'en as beaucoup qui après une année de Wing Chun se disent ah ouais, en fait c'est pas la même chose. c'est pas la même chose. Je vais pas ouais. arriver à me défendre contre 10 gars si facilement au bout de quelques années de Wing Chun, voilà. Et qui reviennent peut-être pas l'année suivante, mais bon voilà, c'est le revers de la médaille. Ouais, il faut remettre les choses dans leur contexte. Ouais, ça reste un film. C'est pas mal en termes d'expression du Wing Chun. On prend plaisir à regarder, en effet. Mais une situation de self-défense, même sans parler de combat contre plusieurs personnes, hein, mais même 1 à 1, c'est pas aussi beau que dans les films. Tu vois, c'est beaucoup plus fouillis, beaucoup plus brouillon, et tu te débrouilles. Et oui, il y a peut-être quelques mouvements qui vont ressembler à du Wing Chun, j'espère en tout cas, tu vois. Mais c'est pas l'essentiel, quoi. Ben en tout cas, c'est certainement moins esthétique que ce que tu peux voir. C'est fait exprès. Il y a des mouvements au cinéma qui rentrent très bien. Tout à fait. Et des mouvements que tu fais en vrai qui rentrent pas très bien à l'écran parce que il faut que tu sois dans une position telle où tu vois pas la main, où tu vois pas machin. Donc ça s'explique. Il y a les arts martiaux du cinéma et les arts martiaux. Exactement. Et il faut toujours replacer les choses dans leur contexte. Et mon petit œil d'enfant, d'adolescent, quand je regardais les films d'arts martiaux, voilà, je kiffais, mais j'avais peut-être pas assez de recul pour me dire ah ouais, c'est pas la réalité. Mais bon, maintenant j'en ai. C'est normal, c'est normal. Et voilà, il y a aussi d'autres choses sur les scènes de combat qui m'ont aussi un peu moins plu. C'est-à-dire tu peux voir quelques coups de pied un peu hauts. Ouais. Quelques coups de pied retournés. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Il y en a plus dans les suivants que... Ouais, peut-être encore plus dans les suivants. Mais il est clair que sur un Wing Chun, on va dire, assez classique, il n'y a pas ce type de mouvement-là, quoi, tu vois. Donc bon, voilà. Il y a aussi quelques câbles, donc pas beaucoup, mais il y a aussi quelques câbles qui assistent les acteurs, qui assistent les cascadeurs. Mais pour le coup, tu vois pas tellement de choses aériennes non plus, mais qui les assistent sur quelques mouvements où ils sautent. Ça leur permet de sauter un peu plus haut. Ça leur permet à la fin du film qui tombent pas de l'estrade. Voilà. Donc voilà, il y a ces câbles là aussi, ça me dérange toujours un peu. J'ai l'impression que c'est inhérent au film hongkongais, c'est les câbles. Alors c'est pas Tigre et Dragon non plus, tu vois, où on est
Non, c'est sûr. exclusivement dans ça, tu vois. Ouais. Mais dès qu'il y a un câble, je le vois Tu tout le vois de suite. direct. Ouais, bah oui, bien sûr. Et ça me gêne toujours un peu, tu vois. Donc je préfère quand c'est de vrais artistes martiaux qui se débrouillent avec leurs mains, leurs jambes, sans être assistés par rien du tout. Ou si ce n'est, oui, un revêtement au sol qui amortit leur chute, bien sûr, pour pas qu'ils se blessent, mais sans l'assistant d'effets spéciaux, sans l'assistant de câble. C'est ça qui me plaît dans les vieux films d'arts martiaux aussi, tu vois. Et bon, là, il y en a un petit peu, pas beaucoup, ça va. Non, ça va. Tu prends quand même plaisir à les regarder, quoi. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour ce film qui était intéressant comme anecdote? Oui, le décor, notamment de Fat San, tu vois. Au début du film, hein, donc quand il y a les maîtres qui affrontent plusieurs... quand il y a Maître Jin, par exemple, qui affronte plusieurs maîtres, ou simplement la ville de l'extérieur, en fait, ça a été tourné à Shanghai. Okay. Et ça a été tourné sur... Ça, c'est Bay qui nous avait raconté cette anecdote-là. Ça a été tourné sur des plateaux de tournage déjà existants de films de kung-fu de l'époque, bon, qui ont été bien sûr réaménagés pour qu'on voit le Fat San de l'époque des années 30. Et ça a été tourné sur la base d'un décor d'un des films de Jet Li. Ok. Et alors j'ai pas exactement le nom, mais si on regarde à l'époque à laquelle a été tourné le film Ip Man, donc c'est 2007-2008, là, le tournage du film, il semblerait que le décor, tu vois, ça a été tourné sur le film de Jet Li qui est en anglais c'est Fearless. En anglais, en français c'est Le Maître d'Armes. Okay. Le film sur le biopic sur Yuo Wenja, que j'ai adoré d'ailleurs, ce film de Jet Li. C'est un de mes préférés, je pense, de films de ouais, je crois, j'ai jamais vu celui-là. C'est celui où il combat, où à la fin du film, ça se passe à Shanghai. Ouais. Et en fait, le personnage de Yuo Wenja, c'est le maître de kung-fu de Bruce Lee dans La Fureur de vaincre. Ok, ah d'accord, ok. Et quand Bruce Lee arrive au début du film, son maître est décédé et il veut le venger. Okay. C'est lui, c'est ce personnage-là, c'est Yuo Wenja. Et là, c'est Jet Li qui incarne ce maître-là, tu vois. Et moi, non, t'as de bonnes scènes voilà, qui sont plutôt bien chorégraphiées. Il y a un peu de câble aussi. Mais j'ai vraiment pris plaisir à le voir. C'est un de mes films de kung-fu vraiment préférés, celui-là. Et ouais, donc pour l'anecdote, ça a été tourné à Shanghai et ça, a priori, ça a été tourné sur les bases de décor déjà de ce film, tu vois, qui a été un peu remodelé pour ressembler au Fat San des années 30. Des années 30. Voilà, écoute, Elliot, ce qu'on pouvait dire, un peu sur ce film. Qui est pour moi Tu donnerais la note de combien, tiens? Si. Je sais pas. T'es obligé, sur 10, allez. Je sais pas, sur 10, je lui mettrais quand même allez, un 8, tiens. Pas mal. Ouais, je mettrais un 8, je mettrais quand même un 8 parce que je suis plus tolérant maintenant que je connais un peu tout le background du film. Non, je mettrais un 8. Je pense pas que ce soit mon Ip Man préféré. Tiens. Peut-être on peut finir l'épisode sur ça, tiens. Ouais. Je sais pas, c'est quoi, t'as pas beaucoup parlé cet épisode. J'avais tellement à dire, je n'ai fait qu'écouter, c'était très bien. Je me tairais sur The Grandmaster et tu parleras plus. Ouais, je sais pas lequel alors, moi, pour le coup, il y en a que j'ai pas vu, hein. Ouais. Les derniers qui après, sont sortis. T'as des versions avec Ip Man jeune qui défend son école ou des trucs comme ça, je crois. Ouais, je crois. Il y en a certains, j'ai vu la bande-annonce, j'ai fait merci, mais non merci. Ça m'a même pas donné envie de les voir, en fait, je les ai même pas vus, tu vois. Mais, ouais, c'est quoi le tien, film de Ip Man qui t'a... Le préféré, ça, je pense que ça restera celui de Wong Kar-wai. Ouais. Grandmaster, et après, le combat final, Final Fight avec alors c'est pas Donnie Yen, je sais plus c'est quoi le nom de l'acteur.
C'est Anthony Wong. Voilà. Ouais. Et moi, je pense aussi Celui-là, que il est c'est. très bien, franchement. Moi, je pense aussi que alors, je dirais que c'est pour les scènes de combat. Je pense que c'est ce Ip Man 1, Ouais. tu vois, qui est Ouais. qui est mon film préféré, même s'il y a deux expressions différentes du Wing Chun, je trouve. C'est-à-dire un Wing Chun très défensif et un Wing Chun plus offensif. Et ouais, juste une parenthèse sur ça. C'est aussi, je trouve, alors là, pour le coup, on parle de Wing Chun, mais dans un art martial, je sais pas ce que t'en penses, mais dans un art martial, pardon, parfois tu peux avoir des pratiquants qui font le même style, pour le coup. Vraiment, si on reste sur le même style. Je parle pas de pratiquants qui mixent plusieurs arts martiaux. C'est une thématique que j'aimerais bien qu'on aborde aussi dans un prochain podcast, mais sur un même style, tu peux voir deux pratiquants qui ont des expressions assez différentes. Ouais. Et pour le coup, là, c'est le même personnage qui a des expressions différentes. Ouais. Mais je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, tu vois, où est le seuil de tolérance, où on peut convenir dans un style, que ça reste le même style, que ça reste le style quelque part, même si tu as deux pratiquants qui ont des expressions assez différentes. Après, ça dépend. Ça dépend de tout à chacun, j'ai envie de te dire. Morphologiquement parlant, etc. Il y a des choses que tu peux faire. Oui, c'est vrai que le morphotype d'un pratiquant très certainement induit ce qui va être ce que ça va donner, quoi. Oui, bien sûr. Son morphotype, ses capacités athlétiques aussi. Ouais, sa souplesse, sa mobilité, sa force, ce genre de choses. Donc ça dépend. Après, faut pas non plus que ça sorte. Comme t'as dit, faut faire attention non plus à pas. Quand on parle de ça, à pas dire oui, j'intègre ça d'un autre style dans ce style-là. Ouais, ça on en Ça parlera. c'est différent. Ouais, ça on en parlera. Donc après, tant que ça dénature pas le style en question, que justement ça. Mais moi je trouve qu'il y a un curseur à avoir entre ce qui est tolérable quelque part et ce qui ne peut plus l'être. Tu vois, parce que tu peux avoir des expressions du Wing Chun aussi différentes. Il est clair. Si on place ça dans un contexte de self-défense, tu vois, selon la situation, tu peux aussi avoir une expression du Wing Chun qui est différente. Je dis Wing Chun, mais ça peut être n'importe quel art martial, tu vois. Je veux dire, tu vas pas gérer l'affrontement avec deux gars qui viennent t'agresser ou ça va être super chaud. Va falloir que tu sois super incisif, très offensif, que tu vas pas par quatre chemins vraiment faire très très mal pour vraiment mettre toutes les chances de ton côté parce qu'ils sont deux. Ça va être difficile, tu vois. Par rapport à une situation qui m'est arrivé par exemple, où t'as le mec qui vient qui est complètement déchiré à l'alcool à 3h du matin, tu le vois arriver, il titube à droite à gauche, donc déjà tu sens que au niveau proprioceptif, au niveau de ses déplacements, de ses appuis, son équilibre, il est pas clair. Tu vas pas gérer la situation de la même manière. Hein, et l'approche est différente. L'approche est différente. T'as pas besoin d'arriver jusqu'à le foutre par terre, lui piétiner sur la gueule. Voilà, j'exagère un peu, mais tu peux gérer la situation de manière plus facile entre guillemets, tu vois. Et pour le coup, ça m'est arrivé une fois. Ce gars-là, il a été agressif, mais je sentais que je me suis pas senti tellement en danger parce qu'il était complètement beurré et il avait 3 grammes le type, que j'ai géré le truc en esquivant, en poussant, et c'était terminé, tu vois. Je suis parti, j'ai un peu accéléré le pas, le temps qu'il se retourne, il savait plus où j'étais et c'était terminé. Donc je pense aussi qu'on peut aussi s'adapter, on doit s'adapter, tu vois, à la situation, et on peut avoir des expressions différentes dans un même art martial selon qui on est. Selon qui on est aussi
peut-être à des moments dans ta vie en tant que pratiquant. Ouais. Parce que t'évolues, Bien sûr. tu vois. Et puis, la pêche que t'as à 30 ans, à 40 ans, j'ai toujours la pêche, Elliot. J'ai toujours la pêche. J'ai rien dit, Non. hein. Mais peut-être Peut-être dans 10-15 ans, il y en aura moins, ouais, ou quoi que. ma façon de bouger aura changé. Ouais. Parce que certainement que je vais évoluer, tu vois. Donc, il y a aussi ça, il y a aussi l'adaptabilité à la situation, je trouve, tu vois. Et ouais, j'étais en train de parler de quoi? Film préféré. Oui, voilà. Ouais, alors juste, on finit avec ça. Oui, je pense que le Final Fight, je pense que c'est celui-là avec Anthony Wong. Sur le côté, justement, ce qui m'a un peu déplu sur le Ip Man, tu vois, c'est-à-dire le côté sa vie de manière authentique sur le personnage de Ip Man en lui-même. Je trouve que je préfère beaucoup plus le personnage qu'incarne Anthony Wong, son jeu d'acteur, que je trouve bien meilleur que celui de Donnie Yen, tu vois. Mais sur les scènes de combat, Anthony Wong, c'est clairement pas un pratiquant d'arts martiaux. À la base, c'est pas un pratiquant d'arts martiaux. Il s'est entraîné. Je trouve qu'il fait le job. Ouais, ça va. C'est bien chorégraphié aussi. Il y a des cascadeurs qui le remplacent également. Mais voilà. Il fait le job à l'écran. On peut pas lui enlever ça. Néanmoins, la prestation de Donnie Yen, même si bien sûr il y a des cascadeurs aussi derrière, hein, quand on voit Donnie Yen de dos, c'est pas Donnie Yen clairement. Non, voilà, je trouve que les scènes de combat chorégraphiées par Sammo Hung notamment sont davantage percutantes. Et même si c'est un Wing Chun plus défensif, qui est pas forcément un Wing Chun qui moi me correspond, je trouve. Voilà, je prends quand même plaisir à regarder, tu vois. Donc je dirais, sur le Ip Man de Wilson Yip de 2008, je suis pour les scènes de combat plutôt ce film-là, bon, comme film préféré, on va dire. Mais pour le jeu d'acteur, le personnage de Ip Man tel que je me l'imagine en tout cas, d'après tout ce que j'ai lu, sur tous les livres que j'ai lus et tous les interviews que j'ai vus d'élèves proches de Ip Man, d'élèves directs, je trouve que Anthony Wong a fait une plus belle prestation. Voilà. Et toi? Je suis bien d'accord. Wong Kar-wai? Wong Kar-wai, ça reste, peu importe dans quel aspect. Bon, après, l'histoire, voilà, c'est pareil. Mais même l'histoire, j'ai même pas plus prêté attention que ça, tellement les combats étaient... je me le fais toujours au moins une fois par an, fois par an, je me le regarde. C'est vraiment un film que t'as... Parce que c'est beau, quoi. Parce que c'est beau, c'est bien chorégraphié. Après, Wong Kar-wai, il est aussi connu pour ça. Hein. Oui, bien sûr. C'est l'esthétique, quoi. L'esthétique. Même Tony Leung, c'est ça? L'acteur principal. L'acteur principal, je l'aime bien aussi. Ouais. Et puis, donc... Allez, Wong Kar-wai. n'en dis pas plus. Ok, prochain épisode, quoi. Alors, peut-être pas le prochain. Non, après. Mais tu auras ton épisode sur The Grandmaster. Yes. Allez, on s'arrête là. Tout à fait. Au revoir. Eh bien, merci à tous d'avoir écouté cet épisode de Kung Fu Coffee Break. Vous pouvez partager, liker, bien sûr, parler autour de vous de ce... Et commenter. Et surtout commenter. Dites-nous ce que vous en avez pensé, justement. Quel film de Ip Man avez-vous préféré? Bien sûr. Et peut-être qu'on pourra développer dans un prochain épisode. Absolument, on prendra en compte vos commentaires et puis on se voit très bientôt. Salut! I'm certain I can beat you. You have proved that you fight well. Now you can join us. À bientôt pour un prochain épisode de Kung Fu Coffee Break Podcast.